Salut à tous et bienvenue, c'est Jeremy. Je parle de Siberian Manhunt. Siberian Manhunt est un jeu pour 2 joueurs pour des durées de partie de 60 à 120 minutes à partir de 14 ans. C'est un jeu de Jess Heyer. Il est illustré par Nathalie Anderson, Majek Janik ainsi que Radopol Majenak. Et le jeu est édité par Dangerous Game. Le jeu connaîtra bientôt une campagne de financement participatif. Vous aurez en description de la vidéo le lien pour vous tenir informé du lancement. C'est un jeu de mouvement caché asymétrique pour 2 joueurs, dans lequel un joueur incarne un pilote de U-2 abattu en plein territoire soviétique et qui va tenter de fuir vers la Chine, tandis que l'autre incarne un général du KGB qui va tout faire pour le retrouver. Le jeu combine stratégie, survie, un petit peu de narration et les joueurs devront utiliser au mieux leurs ressources pour arriver à leur fin. Le fugitif devra voyager en territoire hostile, éviter les trackers et gérer des événements comme la faim, les conditions climatiques et devra également penser à se nourrir. Tout ça sans oublier les animaux sauvages qu'il pourra rencontrer. Le général soviétique utilisera quant à lui toute la puissance de l'URSS pour localiser et neutraliser le fugitif avec des agents du KGB, la population locale mais bien plus encore. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là on a fait une version prototype que l'auteur m'a fait parvenir afin que je puisse vous parler du jeu. La campagne de financement participatif commencera bientôt. Vous aurez en description de la vidéo le lien pour vous inscrire et être prévenu du lancement. C'est un jeu que je vous invite à surveiller, qui a énormément de qualité, une direction artistique très agréable qui vous plonge directement dans l'ambiance et le thème est au service de la mécanique. Il y a des vrais moments de tension qui vont être vécus dans le jeu et l'histoire que vous allez vivre est très narrative. Moi j'ai passé d'excellents moments avec ce jeu mais je vais vous en parler plus en détail. Donc là je vais commencer par quand même vous montrer le matériel, que vous ayez une idée de tout ce que la boîte vous propose et ensuite on parlera des grandes mécaniques. Donc là on a différents plateaux, comme vous le voyez. Les paravents, donc le jeu a vraiment une présence sur la table très agréable, il est beau, très beau même. Donc là c'est un paravent, vous allez retrouver ce qu'il y a sur le plateau. Voilà pour les différentes cartes que vous allez mettre, vous avez vu il y a beaucoup de decks de cartes. Donc là on va faire le tour des quelques decks. Vous voyez ? Tout ça vous plonge directement dans l'ambiance. Et vraiment, vous allez vivre des moments assez incroyables. Je me suis vraiment éclaté quand j'y ai joué. Et les gens avec qui j'y ai joué ont également passé de très bons moments. Là, vous avez une idée de ce deck-là. Là, on continue. Les illustrations sont magnifiques. Vraiment, je le trouve très très beau. Et le travail d'illustration et la direction artistique pour vraiment vous faire passer ces moments qui vous rapprochent du thème, je trouve ça très important pour ce genre de jeu. Et on sent que l'auteur est passionné, que toute l'équipe qui a bossé dessus a vraiment envie de nous fournir un jeu de qualité. Comme ça vous avez toutes les cartes qu'il y a, vous avez une bonne idée. Je ne vais pas tout vous montrer quand même, mais que vous ayez quand même la meilleure idée possible. Voilà, là on va faire le tour. Le matériel, ouais, il y a beaucoup de texte, il y a beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup d'informations, mais c'est clair, c'est lisible. Donc voilà pour ce tour rapide, parlons un petit peu maintenant plus en détail du jeu. Je vais vous faire un petit contexte historique, un petit peu l'histoire, le thème. La guerre froide est une période de tension extrême entre 2 superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Pendant les années 50, alors que les hostilités s'intensifient, l'US Air Force décide de développer un avion révolutionnaire pour survoler le territoire soviétique, le Lockheed U-2 surnommé la Dragon Lady, capable de voler à plus de 70 000 pieds à la limite de l'atmosphère et de capturer des photographies d'une précision inégalée. Cet appareil semble invulnérable, du moins en théorie. Les premiers vols des U-2 sur l'Europe de l'Est et l'Union soviétique démontrent que les radars soviétiques peuvent suivre ces avions, mais les MiG-15 et MiG-17 ne peuvent atteindre de telles altitudes. Le jeu du chat et de la souris continue jusqu'au 1er mai 1960, lorsqu'une mission audacieuse nommée Opération Grand Slam est tragiquement interrompu. Ce jour-là, le pilote expérimenté Francis Gary Powers, avec plus de 27 missions à son actif, s'élève à bord de son U-2 pour une opération stratégique partant du Pakistan et survolant l'Union soviétique pour finalement atterrir en Norvège. Malheureusement, les soviétiques anticipent son arrivée. 4 heures après le début du vol, une salve de missiles sol-air frappe l'appareil, le forçant à s'écraser. Capturé par les forces soviétiques, Powers passe presque 2 ans en captivité, avant d'être échangé contre un espion soviétique. Mais, et si l'histoire avait été différente ?
Que se serait-il passé si Powers avait réussi à fuir? Siberian Manhunt transpose cette question fascinante dans un jeu de stratégie captivant. Vous êtes projeté dans une version alternative des années 60 où les États-Unis, tirant les leçons de l'incident Powers, envoient une nouvelle série de missions U-2 au-dessus de la Sibérie. Ces survols ciblent des zones isolées supposées être surveillées par des systèmes radars moins sophistiqués. Mais la situation tourne mal. L'histoire du jeu débute lorsqu'un pilote américain, Jack Mackenzie, subit une panne moteur lors d'un vol au-dessus de la région du lac Baïkal. Obligé de s'éjecter de son avion, Jack se retrouve seul en territoire soviétique. Les soviétiques, conscients de l'incident, lancent immédiatement des équipes de poursuite. Pour Jack, une seule option s'offre, la fuite. Dans Siberian Manhunt, les joueurs revivent cette course haletante contre la montre. Deux rôles vont s'opposer. Le fugitif, incarnant Jack Mackenzie, ou Aïta Dimitrova-Kosnova, une journaliste Sakha, désireuse de fuir le régime soviétique. Le joueur doit échapper à des poursuivants en traversant un paysage hostile de la Sibérie. Chaque décision compte. Peut-il se cacher dans la forêt, tenter de rejoindre une ville pour trouver des ressources, ou avancer rapidement vers la frontière chinoise? Le second joueur, quant à lui, prend le contrôle d'un général soviétique et de ses forces. Avec des agents du KGB, des recrues locales et des moyens limités, le général doit localiser et capturer le fugitif avant qu'il ne disparaisse pour de bon. Les mécaniques du jeu incluent des mouvements cachés. En effet, le fugitif continue ses déplacements secrètement sur une fiche dédiée, tandis que les agents soviétiques patrouillent et posent des pièges. Au fil des tours, le fugitif doit gérer son énergie, son approvisionnement en nourriture et les rigueurs climatiques de la Sibérie. La faim et l'hypothermie sont des dangers tout aussi réels que les agents ennemis. Également du crafting et de la stratégie. Les joueurs peuvent récolter ou fabriquer des objets à partir de ressources trouvées, comme des armes ou des vêtements adaptés au climat. Une nouveauté intrigante dans Siberian Manhunt est l'ajout du personnage d'Aïta, une journaliste témoin du crash de l'U-2. Soupçonnée de dissidence politique, Aïta décide de voler une pellicule non développée à bord de l'appareil américain, avec l'intention de la troquer contre sa liberté aux États-Unis. Son aventure offre une perspective humaine et complexe, enrichissant l'immersion narrative du jeu. Donc le jeu se joue sur une carte détaillée représentant les vastes paysages sibériens, allant des denses forêts de pins aux montagnes enneigées. Il y aura donc, comme je vous ai montré, des plateaux et des cartes, un plateau principal pour les déplacements, qui est donc ce plateau-là, et des plateaux individuels pour chaque rôle, ainsi qu'un système de deck pour les événements, la survie et les actions spécifiques. Vous avez différents marqueurs, vous en avez là par exemple. Certains représentent les agents soviétiques, d'autres le fugitif, et d'autres éléments vont également vous permettre de noter les conditions climatiques qui évoluent au fur et à mesure sur le plateau. Chaque joueur devra gérer des jauges d'énergie, de nourriture et d'équipement, reflétant la tension constante entre survie et poursuite. Siberian Manhunt n'est pas seulement un jeu de stratégie, c'est une expérience qui mélange l'histoire réelle de la guerre froide avec des récits fictifs d'aventure et de survie. Les joueurs peuvent explorer des récits fascinants. Et si le fugitif avait réussi à survivre dans la nature sauvage jusqu'à ce que les forces soviétiques abandonnent leur chasse, le dissident avait réussi à utiliser la pellicule pour négocier son passage en Amérique. Et si le gouvernement soviétique avait déployé des technologies avancées pour sécuriser ses frontières. Ces possibilités font de chaque partie une aventure unique. Le gameplay de Siberian Manhunt repose sur une asymétrie palpitante entre deux rôles. Donc le fugitif, joué par un personnage incarnant soit Jack ou Aïta, ce rôle consiste à éviter la capture tout en survivant dans un environnement hostile. Le fugitif doit planifier ses mouvements secrètement et gérer ses ressources avec soin pour ne pas succomber à la faim, au froid et aux blessures. Le second joueur représente un agent soviétique dirigeant les forces de sécurité locales. Avec des pions KGB et des recrues locales, il doit utiliser ses ressources pour localiser, capturer ou éliminer le fugitif. Le fugitif, lui, va se déplacer secrètement sur une piste de mouvement cachée, consignant sa position actuelle sur un carnet dédié. Cependant, les actions du fugitif, comme chercher la nourriture ou se cacher, laissent parfois des indices que le gouvernement peut exploiter. Pendant ce temps, les pions des agents soviétiques se déplacent ouvertement sur la carte, quadrillant les zones pour traquer leur cible. Comme vous voyez, il y a plusieurs numéros, et donc les agents vont se déplacer pendant que le fugitif secrètement indiquera où il va se mettre. Vous avez un carnet comme ça pour noter les déplacements. Le fugitif doit jongler avec plusieurs jauges essentielles à sa survie. L'énergie, qui représente la fatigue accumulée par les déplacements, les combats et les conditions environnementales. La nourriture, en effet, si le fugitif ne mange pas, il risque de succomber à la faim, limitant ses capacités. Il a la température à prendre en compte car le froid sibérien est implacable, et des vêtements adéquats et des feux de camp deviennent essentiels pour éviter l'hypothermie. Chaque action va vous coûter de l'énergie, que ce soit pour avancer, chercher des ressources ou fabriquer des outils à partir des matériaux trouvés. La planification devient cruciale pour survivre jusqu'à sa victoire. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le jeu intègre un cycle de saison, influant directement la difficulté. Le fugitif débute sa fuite au printemps, mais à mesure que les tours avancent, l'été laisse place à un automne glacial, suivi d'un hiver rigoureux. Plus le climat se dégrade, plus les défis augmentent, ajoutant une pression constante. Pour la mise en place, vous mettrez la carte représentant la Sibérie au centre de la table, et les joueurs vont s'installer, le fugitif à droite et le gouvernement à gauche. Vous déposez le pion KGB près du site du crash, situé dans le coin supérieur gauche de la carte, comme vous pouvez le voir ici. C'est ici que commence la partie. Le joueur fugitif, lui, installe sur le plateau personnel et le complète avec une carte personnage, donc soit Jack Mackenzie qui aura un pistolet, ou Aïta qui, elle, aura un couteau, ainsi que la pellicule. Vous allez avoir des ressources de départ, nourriture, énergie, un pion tracker d'énergie, un pion tracker de repas. Vous allez mélanger les différents decks, donc les decks Wilderness, Urban et Crafting, pour générer des cartes d'événements ou d'équipements
qu'il pourra piocher au cours de la partie. Il y a des pions KGB rouges, et en vert nous avons les Yakuts, qui représentent les agents ainsi que la recrue locale. Un général soviétique est sélectionné pour diriger la traque, ajoutant des capacités uniques aux forces soviétiques. Ici donc les différentes cartes personnages des deux côtés. Il aura un deck d'assistance au gouvernement. Il aura 5 cartes emplacées face cachée sur chaque emplacement du plateau, suivi d'une carte recrue sur le dessus. Ce sont les plateaux que je vous ai montrés précédemment. Le fugitif commence sa fuite depuis le site du crash. Son objectif, traverser la Sibérie sans se faire capturer, survivre aux éléments et idéalement rejoindre la frontière chinoise. Le gouvernement déplace ses forces pour quadriller les zones, exploitant des indices pour traquer le fugitif. Le jeu s'appuie sur une tension narrative constante. Que vous incarniez Aïta, prête à risquer sa vie pour échapper au régime soviétique, ou un général implacable cherchant à capturer une menace à la sécurité nationale, chaque décision compte. Les joueurs doivent équilibrer stratégie, anticipation et gestion des ressources pour sortir victorieux. Le fugitif pourra-t-il échapper à ses poursuivants et triompher des rigueurs de la nature ? Ou le gouvernement prouvera-t-il que personne ne peut échapper à l'ombre du KGB? Le temps presse, les conditions se durcissent et chaque mouvement rapproche les joueurs de l'inévitable confrontation finale. Là, je vais un peu plus vous parler des règles, je vais vous dire comment se passe un tour de jeu. Le jeu se déroule en tours alternés. Chaque tour comprenant les actions suivantes. À son tour, le fugitif va récupérer l'énergie. Le fugitif regagne de l'énergie selon son emplacement. Plus en énergie s'il est en pleine nature, toute son énergie s'il est dans une ville. Des cartes rencontres vont être tirées si vous êtes dans la nature, et vous allez appliquer les résultats. Vous allez ensuite dépenser votre énergie pour effectuer des actions telles que se déplacer, chercher des ressources ou préparer un feu. Le fugitif consigne également secrètement son déplacement sur son carnet de route, tout en ajustant la piste de mouvement cachée. Le gouvernement, quant à lui, va déplacer des unités KGB sur la carte pour localiser ou capturer le fugitif. Il y aura une résolution d'actions telles que l'interrogation de la population locale ou l'activation des cartes assistance. Il y a quelques concepts clés également à connaître. Les numéros sur la carte désignent des zones de pleine nature. Les emplacements nommés avec des icônes de bâtiments représentent les villes où le fugitif peut se reposer, récupérer son énergie et s'équiper. Comme vous voyez, vous avez des numéros, ou ici, là, vous avez des villes. Les zones rouges représentent une zone démilitarisée où les unités de l'armée rouge ne peuvent pas entrer. Et les zones vertes, en Chine, sont le but du fugitif, inaccessibles aux unités du gouvernement, que vous voyez sur ce côté du plateau. Les déplacements du fugitif sont secrets. Il consigne son trajet sur un carnet, le carnet de route, et annonce publiquement la distance parcourue en ajustant la piste de mouvement cachée. Si le gouvernement découvre la position exacte du fugitif, celui-ci doit révéler son emplacement et la piste de mouvement cachée est réinitialisée à 0. Toutes les autres informations, cartes jouées, actions entreprises, sont publiques et annoncées par les joueurs. Vous avez également ici le sac de traque. Le sac de traque symbolise l'opinion de la population locale envers le fugitif et le gouvernement. Les actions des joueurs influent le contenu du sac. Il va y avoir des jetons que vous allez mettre, des jetons qui vont favoriser le fugitif et d'autres qui vont favoriser le gouvernement. Il se peut aussi que le fugitif soit épuisé. Le fugitif peut s'épuiser en dépensant plus d'énergie qu'il n'en possède, tomber à moins 1 d'énergie, cela entraîne un point de dégâts. Le fugitif ne peut pas s'épuiser s'il nous reste seulement un point de vie. Donc cette mécanique vous permet aussi de ressentir jusqu'à quel point vous allez pousser vos limites pour justement arriver en Chine et fuir le gouvernement. Avec la nourriture, manger n'est pas une action et peut être effectuée à tout moment durant le tour du fugitif. Chaque carte nourriture fournit un certain nombre de jetons à placer dans l'inventaire du fugitif. Vous allez pouvoir également récupérer la viande crue qui vous donnera plus d'énergie par unité consommée. Mais ce qui est très bien pensé, c'est que cela peut vous amener à un risque de parasite. Il est essentiel pour le fugitif de se rendre rapidement en ville au début de la partie, afin d'acquérir des ressources vitales, comme des armes, des vêtements, ainsi que de la nourriture. Il faut également penser à optimiser ses mouvements, alterner entre nature et ville pour maximiser récupération et déplacement. Quant au gouvernement, il doit utiliser les unités du KGB pour bloquer les routes et interroger la population. Il va également explorer les indices laissés par le fugitif, permettant de réduire les zones de recherche. J'aime beaucoup également la gestion de la nourriture et des parasites, car lorsqu'un repas contient de la viande crue, un joueur doit mélanger une carte parasite dans le paquet de rencontre. La viande crue, bien qu'elle procure de l'énergie, est risquée, car elle peut entraîner une infection. Par contre, le fugitif, encore une fois, est limité à 2 repas par jour. Vous allez suivre cela sur un tableau spécifique, qui est un des plateaux que je vous ai montré précédemment. Un repas peut comprendre plusieurs unités alimentaires, et ceux-ci sont fournis par les cartes rencontres. Le fugitif doit manger un repas à chaque quartier, c'est-à-dire tous les 2 tours. Et s'il ne mange pas, il commence à mourir de faim et perdre des points de vie. Si le fugitif est en pleine nature, il doit tirer une carte rencontre et résoudre ses effets. À moins d'une indication contraire, chaque carte rencontre ne coûte pas d'énergie, même si un combat est impliqué. Le fugitif a toujours 3 options lors de chaque rencontre. Suivre les instructions de la carte, ignorer la rencontre, affronter la personne ou l'animal présent sur la carte. Si l'affrontement a lieu, il y aura un combat. Il y a également des rencontres humaines que vous pouvez faire, où il y aura une motivation, une valeur d'attaque qui indique le combat, des bonus, pénalités pour la traque. S'il y a des combats, ils sont résolus selon les valeurs d'attaque des personnages impliqués. Si le fugitif réussit à vaincre son adversaire, il peut recevoir des récompenses telles que des objets ou des bonus sur la traque. Mais cela peut aussi augmenter la pression de la traque par le gouvernement, en fonction de la perception de la population locale. Encore une fois, tout ça avec le sac de Manhunt.
Vous allez aussi pouvoir rencontrer des animaux, que ce soit des prédateurs pour les chasser, pour récupérer de la nourriture. Il y a aussi une mécanique de traversée d'eau. Vous voyez ici les lignes bleues en pointillé. Elles nécessitent 3 énergies par case pendant l'été, puisque le fugitif nage, et seulement 2 énergies par case en hiver, puisque l'eau est gelée. Si le fugitif peut utiliser des véhicules pour traverser en hiver, mais cela entraîne aussi souvent un combat si les ennemis sont proches. Lorsque vous allez traverser la forêt, lorsqu'elle est dense, vous allez dépenser plus d'énergie encore. Pour les actions de recherche, les cartes que vous tirez sont différentes si vous êtes en pleine nature ou dans les villes. C'est là que vous allez trouver des objets utiles, mais vous pouvez également tomber sur des gens qui sont favorables au gouvernement, et cela peut être dangereux pour vous. Lors de chaque action de mouvement, le fugitif enregistre secrètement les numéros de localisation sur la carte et les noms des villes qu'il traverse, ainsi que le nombre total de déplacements effectués. Et tout le but va être donc pour le fugitif de bien planifier ses mouvements sans se faire repérer, pour le KGB bien entendu, de repérer ses mouvements afin de le capturer. Alors que le gouvernement, lui, alors de son tour, va récupérer l'énergie, dépenser également l'énergie pour les actions, comme déplacer des agents ou effectuer des recherches. Il va régénérer les cartes d'assistance du gouvernement. Les cartes d'assistance du gouvernement sont renouvelées à chaque tour, et la saison peut changer à chaque tour, affectant les actions possibles du fugitif ou du gouvernement. Le gouvernement peut avoir une capacité d'énergie limitée en fonction des agents présents sur le plateau. L'énergie non utilisée ne peut pas être reportée au tour suivant. Ce qu'il faut que le gouvernement fasse, c'est qu'il maximise l'utilisation de ses agents. Le gouvernement doit utiliser ses agents de manière stratégique pour couvrir plus de zones et effectuer des recherches plus ciblées. Il faut également qu'il réagisse rapidement. Si le fugitif est proche de gagner, le gouvernement doit concentrer ses efforts pour localiser sa position et stopper ses mouvements. Le gouvernement va pouvoir donc se déplacer, une énergie jusqu'à 2 déplacements et une recherche à la fin du mouvement. Un agent du gouvernement peut se déplacer de 1 à 2 espaces. La recherche, après s'être déplacé, l'agent peut rechercher l'endroit où il arrive pour trouver des indices sur la localisation du fugitif. Les officiers du KGB peuvent chercher jusque dans les 4 dernières positions visitées par le fugitif, et les suiveurs Yakout peuvent jusqu'aux 6 dernières positions. Si le fugitif est à l'endroit cherché, il doit l'admettre et le compteur de mouvement caché revient à 0. Si le fugitif a déjà été à cet endroit, des preuves de son passage seront trouvées. Le gouvernement peut bien entendu placer des marqueurs de suivi pour signaler les endroits où les indices ont été trouvés. Le gouvernement peut aussi attaquer. S'il attaque le fugitif et qu'il arrive à le tuer, le gouvernement remporte la partie. Il peut le capturer. Il peut également interroger un local pour avoir plus d'informations. Il y a les cartes d'aide du gouvernement qui vont l'aider dans ses actions, comme des cartes de recrutement, des cartes de poste de contrôle. Par contre, les officiers du KGB ne peuvent se déplacer qu'une fois par tour, que ce soit un déplacement normal ou l'utilisation d'un véhicule ou une action spéciale. Par contre, les suiveurs Yakout peuvent eux se déplacer plusieurs fois en payant l'énergie à chaque fois. Par contre, les agents du gouvernement ne peuvent pas passer la frontière vers la Chine. Donc je vais redire vite fait comment se passe un tour de jeu. Autour du fugitif, récupération d'énergie, carte rencontre, action, mouvement caché. Autour du gouvernement qui lui va déplacer ses unités, résolution d'actions comme l'interrogation et chercher des indices. Toute cette mécanique de mouvement caché où le fugitif doit essayer de fuir pendant que le gouvernement essaie de le récupérer, il y a vraiment tout un côté narratif qui se met en place lors de la partie qui est très satisfaisant et très agréable. Les deux camps sont aussi agréables à jouer l'un que l'autre. Je trouve que le thème est vraiment présent et les mécaniques renforcent le thème et on est vraiment plongé dans cette course haletante où d'un côté il y a la survie et de l'autre on sent la puissance du gouvernement qui fait tout pour récupérer le fugitif. Moi j'ai passé, comme je vous disais, d'excellents moments sur ce jeu. Donc je vous redis que la campagne commencera bientôt, vous aurez le lien en description de la vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!